Jamais l'issue d'un scrutin n'aura été aussi incertaine. Nous sommes à 3 semaines du premier tour des élections législatives. Dans un contexte politique bouleversé, les enjeux sont nombreux. Dimanche en politique ouvre le débat avec la première circonscription du Rhône. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Rhône-Alpes pour ce premier débat des législatives. Une émission spéciale animée avec vous, Paul Satis. Bonjour. Bonjour. Renouvellement et recomposition sont les deux mots qui caractérisent cette campagne. La bataille s'annonce difficile pour les candidats, notamment dans cette première circonscription du Rhône. Alors, 4 invités pour débattre sur ce plateau. Je vais demander d'ailleurs à chacun d'entre eux de se présenter. On commence avec vous, Thomas Rudigoz. Bonjour. Votre âge, votre étiquette politique, votre mandat. Thomas Rudigoz, j'ai 46 ans, je suis maire du 5e arrondissement de Lyon et je représente la République en marche d'Emmanuel Macron. Anne Lorne, ensuite. Bonjour, Anne Lorne, j'ai 37 ans, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants. Je suis auto-entrepreneur au RSI, je suis conseillère régionale, élue mon premier mandat en décembre 2015 avec Laurent Wauquiez. Je représente les Républicains, la droite et le centre. Voilà. Très bien, un candidat encore étudiant. C'est vous, Elliot Aubin, le plus jeune candidat là aujourd'hui. Voilà, bonjour, merci de votre invitation. Effectivement, Elliot Aubin, j'ai 23 ans, je suis étudiant, je suis par ailleurs adjoint au maire du 1er arrondissement de Lyon et membre fondateur d'une association de défense et de promotion des fondamentaux républicains et représentant de la France insoumise sur la première circonscription. Et puis Tiffany Jancourt. Oui, bonjour, Tiffany Jancourt. Donc, j'ai 26 ans. Je suis des études en histoire et histoire de l'art. Je suis mariée et je suis élue dans le 9e arrondissement de Lyon. Et je représente aujourd'hui le Front National. Voilà pour les présentations. La rédaction a sélectionné 3 événements marquants qui se sont déroulés cette semaine. C'est vous, Paul, qui allez nous les présenter. Et puis à vous ensuite d'en choisir un et de le commenter. Alors c'est une semaine évidemment qui est incroyablement riche en événements politiques. Le premier événement que nous avons sélectionné, c'est la nomination au poste de Premier ministre d'Édouard Philippe. Au lendemain de l'investiture d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, maire Les Républicains du Havre. Un choix qui a pu surprendre, d'autant que dès son tout premier discours, il s'est clairement assumé de droite. Deuxième événement, celui-là vous touche de près, vous qui êtes des candidats lyonnais, c'est la nomination de Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur numéro 2 du gouvernement d'Édouard Philippe, avec pour conséquence son abandon prochain à la fois de son poste de maire de Lyon et de président du Grand Lyon. Et puis le troisième événement, c'est l'annonce vendredi par Laurent Wauquiez qu'il restera bien à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il se présentera tout de même aux législatives en Haute-Loire, mais comme suppléant, c'est-à-dire qu'en cas d'élection, il ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Alors voilà pour ces 3 événements marquants. Anne Lorne, qui choisissez-vous quel événement choisissez-vous parmi ces... Alors je choisis la personne de Laurent Wauquiez qui a fait une annonce aujourd'hui, annonce conforme à notre méthode. Voilà, cette méthode, c'est tout simplement aujourd'hui de tenir les promesses et les engagements que nous avons pris devant les Français en nous présentant au Conseil régional. Donc Laurent Wauquiez, il incarne le respect de la parole donnée et des promesses tenues. Voilà. Laurent Wauquiez, qui préfère la région au Parlement, c'est la présidence du parti en ligne de mire pour lui? C'est surtout une nouvelle façon de faire de la politique et de faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, tenir ses promesses. Et c'est ce que nous faisons à la région depuis 18 mois. Nous avons un programme et nous y tenons. Nous avons annoncé que nous relancions les bourses au mérite qui avaient été supprimées par Madame Vallaud-Belkacem. Nous les avons relancées. Nous avons annoncé que nous n'augmenterions pas la fiscalité. Nous ne l'augmentons pas. Nous avons annoncé que nous relancions l'investissement et que nous baissions le rythme, le train de vie des élus, et nous avons tenu nos promesses. C'est ce que je veux incarner à ses côtés, défendre des valeurs et une façon de faire la politique. Elliot Aubin, quelle image vous retenez de cette semaine politique? Je me consacrerai plutôt sur l'image de Gérard Collomb en tant que ministre de l'Intérieur, parce que je crois que cette nomination est préoccupante à plusieurs égards. En tant qu'élu lyonnais, j'ai vu comment Gérard Collomb a géré le dossier de l'accueil des réfugiés, le dossier du sans-abrisme à Lyon. Mais au-delà de ça, il y a une question aussi qui me préoccupe, c'est l'application concrète de la laïcité. Parce que le ministre de l'Intérieur est ministre des cultes. Et Gérard Collomb, rappelons-nous, a participé à la cérémonie du vœu des échevins, comme de nombreux élus ici autour de la table, une cérémonie religieuse
durant laquelle le maire de Lyon remet un écu d'or au cardinal Barbarin pour bénir la ville de Lyon. Ça interroge sur le principe de laïcité. Rappelons-nous aussi ces subventions à un certain nombre d'associations confessionnelles, à l'IFCM. Rappelons-nous également l'organisation d'un pèlerinage d'élus au Vatican. Bref, tous ces exemples qui montrent que cette nomination en tant que ministre de l'Intérieur et donc ministre des Cultes est préoccupante. Et puis un deuxième point, toujours sur Gérard Collomb, Emmanuel Macron nous avait promis le renouvellement. On voit aujourd'hui qu'il y a tout un débat politique autour de cette question du renouvellement. On a l'impression même que c'est un nouveau clivage politique. On a d'un côté ceux qui renouvellent et ceux qui ne renouvellent pas. Moi, je crois que Emmanuel Macron et tous les gens qui ont voté pour le candidat d'En Marche sont aujourd'hui un petit peu, doivent avoir un sentiment amer par rapport à cette élection, puisqu'on voit bien que Gérard Collomb est tout sauf le symbole du renouvellement politique. Et je crois même que le renouvellement politique, au-delà du casting, puisqu'on a bien vu qu'il y a des figures qui sortent un peu du lot, c'est le projet politique. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on renouvelle la politique, si ce n'est avec les pratiques, si ce n'est avec le renouvellement des institutions. Et c'est pour ça que, pour ma part, je porte le programme de l'Avenir en commun avec la mise en place d'une 6e République. Stéphanie Joncourt, c'est également sur cette nomination de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur sur laquelle je souhaiterais réagir. Donc cette nomination me laisse très perplexe, même sceptique. Donc le ministre de l'Intérieur va devoir assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire français. Et quand je vois le bilan de M. Gérard Collomb, autant sur la ville que sur la métropole au niveau de la sécurité, ça me laisse très perplexe. Pour ne citer qu'un chiffre, 17 000 cambriolages sur le Rhône pour l'année 2016. Nous voyons la délinquance qui n'a cessé d'exploser à Lyon. Il suffit de lire la presse quotidienne. Les faits divers parlent d'eux-mêmes. Tous les jours, nous en voyons. Donc je vois mal comment M. Collomb va pouvoir assurer la sécurité au niveau national quand son bilan au niveau local est désastreux. Donc nous voyons que, moi je le vois dans le Conseil du 9e, cette politique de clientélisme, de verser toujours plus de subventions dans les quartiers dits difficiles ne fonctionne pas. La paix sociale ne s'achète pas et il va falloir du courage politique pour régler ce problème et je ne pense pas que M. Collomb y arrivera et encore moins s'il n'arrive pas à gérer l'insécurité. Je ne vois pas comment il va pouvoir mener cette guerre que nous menons contre le terrorisme actuellement. Thomas Rudigoz, vous aussi, vous choisissez Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Oui, je vais choisir cette nomination de Gérard Collomb. Pour moi, c'est une grande fierté que j'ai ressentie quand j'ai appris cette nomination, en plus numéro 2 du gouvernement, ministre d'État. Je suis très content pour Gérard Collomb et pour nous, les Lyonnais. Je crois que les gens que j'ai pu recroiser ces derniers temps sur le terrain sont fiers que leur maire, qu'ils apprécient beaucoup, soit au gouvernement et puisse faire participer son expérience dans ce gouvernement. Justement, je ne crois pas qu'il faille faire un procès d'intention d'ores et déjà sur une question de non-renouvellement, parce que tout le monde a bien vu justement qu'il y avait un fort renouvellement, mais dans cette nouvelle équipe, il y a quelques personnes qui ont aussi de l'expérience, et Gérard Collomb en fait partie. Et je crois qu'il est extrêmement important d'avoir dans un tel gouvernement un homme politique qui a une envergure d'homme d'État comme Gérard Collomb, parce qu'on a vu comme il a pu transformer cette ville, et contrairement à ce que je viens d'entendre, au contraire, cette ville non seulement s'est modernisée, s'est embellie, rayonne au niveau international, et est de plus en plus tranquille. Il n'y a pas de problème d'insécurité, il y en a comme dans toutes les grandes villes, dans certains quartiers, mais en matière de délinquance, nous sommes plutôt au contraire avec des chiffres en baisse que les chiffres en hausse que je viens d'entendre. Après, je crois d'ailleurs qu'en matière de délinquance, je tiendrai juste à dire cela, ou en termes de troubles à l'ordre public, je remarque moi-même en tant que maire du 5e, souvent ce qui peut se passer dans le Vieux-Lyon, c'est plus par moments les événements les plus importants que j'ai eu ces derniers temps, dus à des mouvements identitaires d'extrême droite qui ont provoqué un certain nombre d'événements et de détérioration, et on peut le voir d'ailleurs par rapport à tous les autocollants qui fleurissent et qui abîment ce Vieux-Lyon. Donc voilà, c'est un sentiment de fierté, et je sais que Gérard Collomb pourra exercer cette fonction avec beaucoup, de détermination, mais aussi d'aisance, car il a montré dans l'ensemble des politiques qu'il a déployées à la ville de Lyon en matière de sécurité, que ce soit la vidéoprotection, que ce soit la mise en place d'une police municipale renforcée avec une unité spécialisée, qu'il avait justement une vraie fibre en matière de sécurité. Et donc je pense qu'il fera un excellent travail auprès du Premier ministre.
Je vous propose de rentrer dans le concret de cette campagne avec les enjeux locaux. Nous parlons bien de la première circonscription du Rhône. C'est une circonscription métropolitaine au découpage un petit peu complexe quand même, Paul. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Disons-le tout net. La circonscription à Lyon, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors il y en a 4 au total à Lyon et leurs contours géographiques sont assez compliqués pour les électeurs qui, d'une rue à l'autre, ne savent pas bien dans laquelle ils sont. Alors il n'y a rien à voir avec les arrondissements d'abord. Le découpage s'est fait, sachez-le, par cantons. Des cantons, c'est le paradoxe, qui n'existent plus depuis la création de la métropole. 5 cantons en ce qui concerne la première circonscription. Ça va de tout le 5e arrondissement, une partie du 9e, le sud du 2e, la confluence, autrement dit, le 7e dans son intégralité et même un petit bout du 8e. La population de la circonscription est de 127 000 habitants. Ça, c'est logique, c'est à peu près un quart du total des habitants de la ville de Lyon. Alors, un découpage assez complexe. On peut dire quoi? Elle n'a pas vraiment d'identité, cette circonscription. En tout cas, elle est difficile à définir. Quel est votre avis, Anne Lorne? Moi, je pense que la première circonscription, elle est à l'image de la France. C'est une petite France avec les mêmes atouts et les mêmes difficultés qu'on peut rencontrer au plan national. Et mon engagement d'élu de territoire, d'élu de conviction, ça sera justement de porter ces questions de proximité sur le plan national, les questions de sécurité, les questions d'emploi. Aujourd'hui, on a une vraie problématique sur l'emploi et l'accession à l'emploi. Il n'y a pas du tout de spécificité de circonscription pour vous? Vous ne faites pas du tout campagne là-dessus? C'est une circonscription de diversité de problématiques. Voilà. Donc c'est évident que selon les quartiers, on aura des approches différentes. Mais c'est le jeu du politique aujourd'hui de savoir aussi se retrouver et incarner les attentes des Lyonnais et des Lyonnaises dans leur quartier. Voilà. Alors justement, comment on peut s'adresser aux électeurs dans un contexte géographique, social différent et éclaté justement avec ces différents quartiers, ces différents arrondissements? Elliot Aubin. À l'inverse, moi je trouve qu'une circonscription n'a aucune identité propre, à l'inverse d'une commune ou d'un arrondissement qui peuvent avoir une histoire. Une circonscription et l'élection législative est une élection nationale. On entend beaucoup, j'ai parfois l'impression que certains candidats dans toute la France imaginent que l'élection législative ou confondent l'élection législative avec une élection municipale. L'idée demain, ça ne va pas être de chez s'occuper... vous, non, quand on voit Jean-Luc Mélenchon se présenter à Marseille, par exemple, mais parce on ne peut que pas dire qu'ils confondent. Non, parce que c'est une logique, c'est que demain, le député, il est représentant de la nation. Il va voter des lois, il va contrôler le gouvernement. On ne va pas lui demander de refaire la couleur du trottoir de telle ou telle rue. Donc voilà, donc je ne suis pas là pour dire voilà ce que je vais faire dans le 5e ou dans le 7e, parce que ce serait hypocrite, puisque ce n'est pas le rôle d'un député. En revanche, pour répondre à votre question, et là-dessus je suis d'accord avec Mme Lorne, c'est que sur la première circonscription, on a plusieurs exemples de ce que pourrait être la politique menée demain par Monsieur En Marche à l'échelle de la France, puisque Gérard Collomb a été l'un des premiers porte-parole d'Emmanuel Macron et s'est inscrit dans la logique libérale. Et c'est pour ça que moi je trouve qu'aujourd'hui il y a une macronisation de la ville de Lyon, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Tiffany Joncourt aussi, un mot aussi sur cette... Alors comme vous l'avez dit, cette circonscription, le découpage est totalement saugrenu et ne représente à peu près rien. Cette circonscription est à l'image de la ville de Lyon, très riche et variée. Et je partage ce qui a été dit. On peut ressortir tous les points qui vont être développés au national. Donc donc une campagne globale. Générale. Oui, effectivement. Donc c'est une campagne nationale. Donc nous retrouvons sur notre territoire lyonnais tous les thèmes chers aux Lyonnais et aux Français, de l'emploi, de la sécurité, du logement, qui pourront être développés et toucheront effectivement tous les Français et pas que les Lyonnais. Même chose, comment vous allez faire campagne, Thomas Rudigoz, dans cette... J'imagine que vous appuyez un peu quand même sur votre expérience de maire du 5e. Ouais. Alors déjà, juste une petite remarque par rapport à ce que vient de dire Paul Satis, ce n'est pas tout le 7e arrondissement, c'est le sud du 7e arrondissement, c'est le canton de Gerland. Ah oui, c'est parce voilà. que Le 7e arrondissement, au-dessus des voies ferrées, il y a Jean Massé n'en fait pas sur la partie. première et la troisième. C'est encore plus complexe qu'on pensait. C'est ça, mais c'est très complexe et malheureusement, de c'était un découpage qui avait été fait à la fin des années 80. On avait appelé ça le découpage à la Pasqua pour favoriser peut-être un camp plus qu'un autre. Alors maintenant, on est toujours dans cette situation. Mais néanmoins, c'est vrai qu'après, je pense que sur une élection comme celle-ci, qui est une élection nationale, la spécificité locale, bien sûr qu'on la met en avant. On a une approche par rapport... c'est sûr qu'à Gerland, par exemple, il y a tout un pôle de développement économique extrêmement fort. À Gorge de Loup également. Le 5e est un arrondissement très différent. La partie sud du 2e a été aussi en grand développement. Donc c'est sûr qu'on peut pas
faire à chaque fois une proposition par quartier, ça ne serait pas du tout correspondre à l'élection législative. On n'est pas dans une élection municipale. Mais je tiens quand même à remarquer, ce que j'ai noté dans l'ensemble de ces arrondissements et de ces quartiers, il y a quand même une spécificité, quelque chose de commun, c'est que dans tous les bureaux de vote, sur les moyennes des 5 arrondissements que recouvre la circonscription, Emmanuel Macron est arrivé en tête, hormis sur le 8e arrondissement, où c'est la France Insoumise qui est arrivée en tête. Mais autrement, on voit la dynamique qu'a su créer Gérard Collomb à Lyon et qui a été reconnue par le vote des électeurs lyonnais. Et justement, on va y revenir sur ces enjeux politiques maintenant. Ils sont eux aussi un petit peu complexes dans cette circonscription. En tout cas, dans cette circonscription, comme le rappelait Thomas Rudigoz, grande est l'influence du futur ex-maire de Lyon, Gérard Collomb. On est clairement en terre macroniste. Regardez, au premier tour de la présidentielle, le candidat En Marche a frôlé les 30%. Très bon score aussi pour Jean-Luc Mélenchon à 23%. Nettement moins pour François Fillon, dans ce qui est pourtant une ancienne circonscription, les Républicains. Le Front National est faible à 11%, comme partout à Lyon. Et le Parti Socialiste, si je puis me permettre, totalement dans les choux. Au deuxième tour, évidemment, pas de surprise avec un Emmanuel Macron qui là dépasse les 83%, bien au-delà de son score national. Alors politiquement, les choses sont un petit peu plus complexes que ça. Cette circonscription a longtemps été un fief centre-droit avec Bernadette Isaac-Sibille, puis Anne-Marie Comparini et le républicain modéré Michel Avart. En 2012, elle est l'objet d'un accord entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, et c'est le pédagogue Philippe Mérieux qui se présente avec cette étiquette. Mais ce n'est pas le choix du maire de Lyon, Gérard Collomb, qui soutient lui son adjoint au sport, le PRG Thierry Braillard. Mérieux est éliminé dès le premier tour, le sortant Avart est battu au second. Thierry Braillard quittera la circonscription 2 ans plus tard pour rentrer au gouvernement comme secrétaire d'État au sport. Il laisse sa place à la suppléante Gilda Aubert. Braillard voulait récupérer son siège, mais entre-temps, il s'est fâché avec Gérard Collomb. Lâché par le maire qui lui préfère Thomas Rudigoz ici présent, il a jeté définitivement l'éponge la semaine dernière, préférant éviter l'humiliation d'une défaite possible dès le premier tour et dénonçant au passage des trahisons. À droite, Michel Avart, qui croyait lui aussi être légitime pour reconquérir cette circonscription, est désavoué par le président de région Laurent Wauquiez, qui lui préfère Anne Lorne. Et c'est ainsi que 2 poids lourds de la politique lyonnaise se retrouvent au tapis, hors jeu, contraints de se retirer l'un et l'autre de la vie politique locale. Voilà pour le contexte très saignant, pour ne pas dire violent, de cette circonscription. Oui, notez qu'à notre connaissance, le PRG ne présentera aucun candidat dans les circonscriptions de la métropole. La candidate sortante, donc Gilda Aubert, ne repart pas dans la bataille. Il y a eu ce retrait, effectivement, de Thierry Braillard. Paul Satsis vient de l'évoquer. Quelle est votre réaction là-dessus ? Thomas Rudigoz, peut-être pour commencer, vous avez eu sa peau à Thierry Braillard ? Non, absolument pas. Je crois que je tiens à saluer la décision de Thierry Braillard. Surtout qu'elle vous arrange. Non, mais c'était une décision qui était difficile à prendre. Néanmoins, Thierry Braillard avait souhaité avoir l'investiture La République En Marche. S'il avait souhaité que l'investiture PS ou PRG, il se serait maintenu. Donc il a voulu cette investiture La République En Marche. Il y a une commission nationale d'investiture. J'ai eu cette investiture et à partir de ce moment-là, effectivement, je pense qu'il a pensé qu'on serait divisé sur une même ligne politique. Et c'est Gérard Collomb qui vous a fait avoir cette investiture, disons les choses clairement. Gérard Collomb, et je l'assume effectivement pleinement, m'a soutenu de façon très forte dans le choix de cette investiture. Et il est normal qu'une des personnalités importantes de la vie politique française qui a soutenu dès le premier jour Emmanuel Macron ait eu son mot à dire sur la ville de Lyon dont il est le maire. Après, maintenant, je pense que les choses sont plus, normales. C'est vrai que si nous avions été 2 candidats sur à peu près la même ligne politique, en plus sur cette ligne politique qui est arrivée largement en tête dans la première circonscription, ça aurait pu avoir des conséquences néfastes pour la suite. Donc je salue encore une fois le choix de Thierry Braillard, la décision de Thierry Braillard. Je salue aussi la décision j'en profite, de Djida Tazdaït, qui était la candidate de l'UDI et qui a annoncé aujourd'hui qu'elle se retirait de l'élection et qu'elle soutenait La République En Marche et le candidat de La République En Marche. Une réaction justement au retrait de Djida Tazdaït de l'UDI ? Moi, je voulais revenir. Très clairement opposée à vous d'ailleurs, Djida Tazdaït, elle le dit dans son communiqué. Elle ne vous soutenait pas, oui. Moi, vous savez, je ne commande pas ce que disent les autres. J'ai des propositions à faire et ce qu'on peut observer, simplement pour revenir à votre question initiale sur Thierry Braillard, c'est qu'il a fait les frais de la manœuvre politicienne qui est En Marche
dans le mouvement d'Emmanuel Macron et avec de tels amis, il n'a pas besoin d'avoir des ennemis en plus puisque, comme vous l'avez souligné en 2012, il avait reçu le soutien de toutes les équipes du Parti socialiste et de Gérard Collomb. Voilà. Moi, je crois que surtout depuis trop longtemps, les politiques font trop de promesses, c'est des promesses qu'ils ne tiennent pas et qu'il est temps de changer la façon de faire de la politique et de représenter mieux nos territoires. De s'attacher à faire moins de promesses, mais des promesses qui sont tenables. Et c'est l'engagement que moi je prends aujourd'hui devant les Lyonnais et les Lyonnaises. Voilà. Après, toutes ces questions-là, ce sont des questions de tambouille politicienne. Et je crois qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, Madame Blanc, mais la tambouille politicienne, oui. Vous avez tambouillé un peu quand même avec Michel Avart. Il pouvait être légitime. Il avait été député de cette circonscription. Vous en avez bénéficié vous-même. Alors, j'en ai pas bénéficié dans le sens où vous l'entendez. Vous êtes candidate. Je suis candidate parce que je travaille et que j'ai, à l'inverse de certaines personnes qui sont des apparatchiks du système, une vie professionnelle de 17 ans dans le privé. Et, lui aussi, il est dans le privé, hein, Michel Avart. Non, j'arrive. Et force de mon travail, force de mes convictions et de mes engagements divers, j'ai été reconnue comme étant capable de porter aujourd'hui des propositions fortes. Et c'est vrai qu'après de nombreux échecs aussi, il est temps de donner la possibilité à des nouvelles personnalités en politique à droite de représenter la droite à Lyon. Est-ce que c'est pas parce que vous incarnez aussi une ligne politique à droite, beaucoup plus à droite? Il y a votre passé à Sens commun dont on parle souvent. Est-ce que c'est aussi parce que vous incarnez cette droite-là que vous avez été choisi par Laurent Wauquiez? Mais vous savez, qui n'est pas la même droite que Michel Avart. Je vous le disais, j'ai des convictions et je ne m'en excuse pas. Je suis aux Républicains et je ne m'en excuse pas. Dans ma famille politique, il y a des différences et nous regardons ce qui nous rassemble plus que le petit dénominateur commun qui nous sépare. Et nous sommes un parti de rassemblement, nous sommes un parti de gouvernement et c'est ce pourquoi je me présente aujourd'hui, c'est justement pour donner une majorité pour la France, pour gouverner ce pays face aux enjeux économiques, sociaux et sécuritaires auxquels il est confronté. D'ailleurs, une appartenance revient à Sens commun, le mouvement de la manif pour tous. Ça pourrait freiner une partie de l'électorat de droite dans cette circonscription. Ça pourrait être un frein pour vous ? Je vous redis ce que je viens de vous dire. Avoir des convictions aujourd'hui, c'est une garantie. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut des élus qui soient capables de maintenir le cap, avoir une colonne vertébrale et conserver leurs idées et ne pas en changer au gré de l'actualité ou au gré des propositions qu'on peut nous faire dans la vie politique. Moi, je m'engage à être députée du territoire de la première circonscription, une élue disponible, accessible, et c'est ça qui compte aujourd'hui, une élue qui travaille et qui représente les habitants de la première circonscription. Elliott Aubin, Jean-Luc Mélenchon a fait un bon score au premier tour de la présidentielle dans la circonscription. Il y a possibilité pour vous de gagner vraiment en influence dans cette circonscription. Comment vous voyez les choses ? Pas uniquement en influence. Notre objectif, c'est effectivement la victoire. Ça a été dit, Jean-Luc Mélenchon a récolté un très bon score sur la circonscription. Je suis le seul candidat de gauche capable d'être au second tour et qui rassemble aussi au sein de la France insoumise des écologistes, des communistes, des anciens socialistes, etc. Sans avoir le soutien ni du Parti communiste, ni du Parti socialiste, ni des écologistes. Non, mais par rapport au score de Jean-Luc Mélenchon, j'ai le soutien de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est tout. Si l'ensemble des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon votent pour moi sur cette circonscription, nous avons de grandes chances de gagner. La différence, c'est qu'il y a un candidat communiste par rapport à l'élection présidentielle. Je regrette qu'il ne soit pas là. On ne peut pas inviter 15 personnes, c'est très difficile, vous l'aurez compris. Par rapport à la question qui est posée sur la circonscription et sur M. Braillard, je voulais juste avoir une petite parenthèse, parce que souvent on me demande, quand je suis sur le terrain, à la rencontre des citoyens, on me dit qui sont vos adversaires ? Et je leur dis, écoutez, c'est assez simple finalement. On a donc le député sortant, Thierry Braillard, qui était membre du gouvernement avec Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent était investi par le PRG et par le PS, se retire parce que finalement Emmanuel Macron ne lui donne pas l'investiture, le donne à M. Rudy Gose, lui-même ancien élu MoDem, qui demain pourra peut-être se retrouver dans une majorité avec des élus comme M. Darmanin, qui a des propos comme Mme Land sur un tas de sujets anti-mariage pour tous notamment, et qui, Mme Land, elle-même retweet des élus du Front National, parti auquel appartient Mme Joncourt. Vous voyez, c'est finalement assez simple. Je le dis sur le ton de la blague parce que c'est assez navrant, en fait, toute cette tambouille politicienne-là.
Et que je crois que le débat d'idées mérite à la fois de la clarté, à la fois de la constance, à la fois de la cohérence. Et c'est ce que je vais essayer de mener sur cette campagne avec le programme de l'Avenir en commun, qui est le même programme que celui de Jean-Luc Mélenchon qui a été porté pendant les présidentielles. Je rebondis sur ce que dit Elliott Aubin, Tiffany Joncourt. Est-ce que vous vous sentez proche de votre voisine Anne Lorne ? Écoutez, pour moi, c'est pas une honte de partager des idées. Au contraire, je suis même heureuse que des personnes portent des idées fortes et les soutiennent. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans le même parti et au fond, nous ne sommes pas d'accord sur tout que nous ne pouvons pas toutes les deux être d'accord sur le sujet de la famille et lutter pour sa défense, sa sauvegarde, oui. D'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen a lancé une main tendue à Laurent Wauquiez tout à fait récemment. Sûr. Ça va dans la continuité de l'élection présidentielle, vraiment, c'est cette union des patriotes. Et nous voyons bien que beaucoup de personnes de droite se retrouvent autour de ces valeurs de la famille, de défendre vraiment la famille, oui. Pourquoi le Front National recueille-t-il aussi peu d'écho à Lyon ? 11%, on le disait dans cette circonscription. Le score est encore plus bas si on regarde l'ensemble de la ville de Lyon. Je crois que c'est aux alentours de 9%. Pourquoi ça ne parle pas aux urbains lyonnais, le discours de Marine Le Pen et du Front National ? Alors déjà, le vote de Marine Le Pen progresse à chaque élection, donc c'est encourageant. Et oui, donc la ville de Lyon a été très marquée par M. Macron. Les Lyonnais ont suivi en quelque sorte leur maire. Mais comme on le disait tout à l'heure, cette élection... Alors c'est bien avant, ça fait très longtemps que les scores du Front National sont mauvais à Lyon. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Voilà. Mais moi, je me basais sur les derniers chiffres que vous avez donnés. Mais moi, je vois vraiment au niveau national... 11 millions, près de 11 millions d'électeurs ont fait confiance au projet de Marine Le Pen. Et maintenant, l'enjeu sur ces élections, c'est de vraiment pouvoir constituer un groupe, ce qui serait la première fois dans cette 5e République que le Front National puisse vraiment avoir un groupe de députés pour enfin représenter ces électeurs qui jusque-là étaient un peu orphelins avec seulement 2 députés. Comment vous avez été choisie, Madame Joncourt ? Alors moi, ça fait un petit moment, ça fait depuis mes 18 ans que j'ai poussé à la porte du Front National, justement parce qu'après avoir fait le tour de l'offre politique, je me suis rendu compte que c'était le Front National qui défendait le plus les valeurs qui me sont chères. Et je me suis investie d'année en année. En 2014, on est venu me chercher, on m'a proposé pour faire partie des listes pour les municipales. La personne qui a été élue a démissionné début 2016, donc j'ai naturellement pris la suite. Un bout du 9e, on l'a dit, le Gorge de Loup fait partie de cette circonscription. On m'a donc proposé de m'investir dans cette circonscription et j'ai accepté avec plaisir pour représenter et porter le projet de Marine Le Pen. Alors, il n'y a pas de candidat socialiste déclaré à notre connaissance, pas d'alliance officielle non plus avec Europe Écologie Les Verts dans cette circonscription, mais quand même un soutien du PS aux candidats écologistes, les Verts qui sont représentés par Bertrand Artini. Je vous propose de l'écouter. Moi, je dis tout simplement, je suis un militant élu. Donc quand je suis élu, je continue à faire du militantisme. Donc si vous voulez, je vais utiliser cette campagne-là pour promouvoir des idées et des valeurs. Si je peux être au second tour, c'est encore mieux parce que pendant une semaine, je vais continuer à parler de mes valeurs, des valeurs que je défends. Je ne vais pas tellement me préoccuper sur la posture des uns et des autres. Après, vous avez cité Anne Lorne, vous auriez pu citer aussi le Front National. Ce sont 2 femmes qui ont des positions que je trouvais extrémistes. Alors chacune avec naturellement son tempérament et son histoire. Il y en a une, c'est plutôt sens commun, l'autre c'est Front National. Moi, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Je dirais éventuellement rendez-vous au second tour. Quant à Thomas Rudigoz, je le connais bien parce que je suis aussi élu sur le 5e arrondissement. Donc c'est un maire que je connais bien. Il n'a pas des positions qui sont identiques aux miennes, bien entendu. Il défend une stratégie qui n'est pas celle que je défends. Mais enfin, je pense que c'est quelqu'un avec qui, lors de la campagne, on s'entend. Enfin, il n'y aura pas de coup fourré, pour faire simple. Après, il y a d'autres candidats. Je ne les connais pas tous. Il y a Elliott Aubin pour France Insoumise. Je ne comprends pas la stratégie de France Insoumise. Je pense qu'ils ont une mauvaise stratégie. Moi, je défendrais une gauche plutôt modérée, ouverte au débat, fière sur ses positions, et non pas une gauche revancharde, radicale, parfois même un peu violente verbalement. Vous êtes à peu près tous rhabillés pour l'hiver, sauf peut-être Thomas Rudigoz. Commençons par vous, Elliott Aubin. Il ne comprend pas votre stratégie. Et c'est vrai, vous disiez tout à l'heure, je suis le seul candidat de gauche. Non. Vous savez, comme il l'a dit, M. Artini est dans la majorité municipale de M. Rudigoz. Donc ça m'interroge en fait, c'est-à-dire est-ce que M. Rudigoz n'est pas capable de faire le rassemblement au sein même de sa mairie pour ensuite le porter sur les législatives ? Les Verts ont décidé de partir avec le Parti Socialiste au présidentiel. C'est leur choix. On avait une stratégie qui était différente, on a des points problématiques qui sont différents.
Le score, Mais vous vous ne l'avez lui dit tout à reconnaissez l'heure. pas la légitimité d'être de gauche, lui aussi. Non, mais bien sûr que je reconnais la légitimité d'être de gauche, évidemment. Mais moi, je veux dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a 7 millions d'électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, et on a besoin de ne pas laisser les pleins pouvoirs à M. Macron à l'Assemblée, et d'avoir des députés de gauche. Qui sont les candidats de gauche qui sont le mieux placés pour être à l'Assemblée nationale sur cette circonscription? C'est moi. C'est tout ce que je veux dire, M. Artini. Et alors, vous, j'ai entendu extrémiste dans la bouche de M. Artini, Mme Lorne. Oui, alors vous savez, on parle beaucoup de renouveau aujourd'hui et je pense que le renouveau, c'est d'abord d'arrêter de lancer des anathèmes sur les personnes. Moi, ma filiation politique est issue de la démocratie chrétienne et du gaullisme. J'ai des valeurs, j'entends les incarner en défendant le pouvoir d'achat des Français, en défendant la sécurité pour tous et la dignité des personnes humaines. Et ce que je vois d'assez intéressant dans cette interview qu'on vient d'avoir, c'est que finalement, le seul qui est préservé dans cette interview, c'est Thomas Rudigoz. Donc on sent bien ici que le candidat En Marche est le vrai représentant du Parti socialiste, tout comme d'ailleurs au gouvernement où on a des secrétaires d'État et ministres qui sont ni plus ni moins des anciens... Vous avez remarqué que le Premier ministre vient des Républicains quand même. Des anciens membres du Parti socialiste. Et le Premier ministre, il est LR, on est d'accord. Le Premier ministre est LR et finalement il est retourné à ses premiers amours de jeunesse. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir quelle colonne vertébrale, quelle cohérence aujourd'hui on a pour défendre les idées. Mais encore une fois, je le dis, le renouveau, ce n'est pas de faire du neuf avec du vieux ou d'élire des personnes qui jettent des anathèmes sans connaître véritablement les personnes qu'ils ont eues en face d'eux. En l'occurrence, Thomas Rudigoz a dans sa mairie, comme vous le disiez, Elliott Aubin, le candidat du Parti socialiste, qui le préserve largement dans toutes les attaques agressives qu'on vient d'avoir. Vous voulez que je réagisse? Oui. Alors, Vous voulez? non, je connais très bien Bertrand Artini. Effectivement, il est un des membres de ma majorité et c'est un militant écologiste historique qui a fait un très gros travail sur un certain nombre de domaines, bien au-delà de l'écologie, sur la représentation syndicale, sur la question du handicap, qui est un sujet qu'il connaît bien et qui lui tient à cœur. Je crois qu'avec ce que vient de dire Bertrand Artini, c'est vrai qu'on a une histoire commune avec Bertrand, donc on se respecte, c'est normal aussi, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on travaille ensemble, on a appris à se connaître et on fait un très bon travail ensemble pour l'arrondissement. Donc il est évident qu'il ne va pas tout d'un coup changer d'attitude. Il veut représenter l'écologie, il est peut-être soutenu par le PS, vous me l'apprenez, je n'étais pas au courant. Non, il n'est pas soutenu par le PS, non, il n'y a pas de soutien du PS. Pas soutien officiel. Oui, vous avez parlé à un moment donné, vous avez dit soutenu par le PS, donc je l'apprenais. Mais pour moi, il n'était pas soutenu officiellement par le PS. Mais il est normal, il a toujours, très souvent, ma première élection cantonale, j'avais Bertrand Artini face à moi. Il avait appelé à voter pour moi au deuxième tour, parce que c'est aussi le modèle lyonnais qui est cher à Gérard Collomb, d'avoir su ouvrir sa majorité à des personnes d'horizons différentes. Et c'est pas du tout une façon cloisonnée, comme certains sont en train de l'évoquer, de vouloir rester complètement campé dans une espèce de gauche radicale et utopiste, et au contraire d'être un pragmatique comme Gérard Collomb. Et on a vu, ça a marché. La ville de Lyon, même si cela ne vous plaît pas, s'est développée, rayonne, les touristes viennent en nombre et apprécient notre ville. Et nos concitoyens sont fiers de leur ville. On ne peut pas dire le contraire. Quand on a des visiteurs, on est fiers de faire visiter notre ville. Et on a su construire ce projet avec Gérard Collomb grâce à une ouverture à différentes sensibilités et ne pas rester cloisonné sur des accords comme historiquement connus à gauche avec les écologistes et les communistes. Donc à l'époque, j'avais rejoint avec un certain nombre de centristes du MoDem Gérard Collomb. Ça a continué encore ces dernières années. Par exemple, en 2014, Jean-Dominique Durand, ancien président de la Fondation de Fourvière, bariste historique, avait rejoint Gérard Collomb. Idem pour Richard Brome, qui est un homme de droite, qui a rejoint Gérard Collomb. Et ce que fait Emmanuel Macron au niveau national, c'est exactement à une plus grande échelle ce que nous avons réussi à Lyon. Et je pense que le modèle lyonnais qui a réussira aussi avec Emmanuel Macron au niveau français. Tiffany Joncourt. Alors moi, ce que je vois, c'est que toute cette recomposition politique, enfin, je ne vais pas m'attarder sur l'interview de M. Artini, parce que moi, n'importe quel candidat de gauche, de toute façon, mènera la même politique. Ce n'est pas le sujet. Mais je trouve vraiment que cette recomposition politique est une imposture. Une imposture car les Français voulaient du renouvellement, du changement. Au final, le gouvernement qu'ils auront sera exactement dans la continuité de celui de François Hollande. Nous avons qu'à voir avec la nomination de M. Édouard Philippe, comme on a dit, issu des Républicains, et de même de plusieurs ministres issus des Républicains. Donc c'est vraiment ce que nous disons depuis de nombreuses années, nous au Front National, ce fameux UMPS qui se réalise.
Donc avant, c'était une réalité électorale, politique. Maintenant, c'est devenu une réalité gouvernementale. Ça y est, enfin, plus personne ne peut le nier. Nous en avons les preuves. Donc, comme nous le disons, maintenant, le clivage droite-gauche est complètement dépassé. Ce clivage est fini. Maintenant, nous nous situons dans un autre clivage qui est celui des patriotes contre les mondialistes. Donc, nous, Front National, nous voulons nous regrouper dans un groupe d'opposition. Donc, les patriotes, donc, nous serons opposés au gouvernement désastreux de M. Macron et de son gouvernement, les mondialistes, et nous les combattrons pour défendre les Français et les protéger. Alors, la première circonscription du Rhône en débat, vous l'avez compris, avec ses problématiques, et d'abord celle du logement. Et Paul, vous nous donnez d'abord... Se loger à Lyon, c'est pas toujours très évident, parce qu'évidemment, les logements sont chers, même s'il faut quand même tordre le cou à un cliché. Lyon est loin d'être la ville la plus chère de France. Le prix moyen du mètre carré dans l'ancien, c'est 3 350 €. À Paris, alors, qui est évidemment complètement hors catégorie, c'est 8 300. Mais Lyon est aussi tout de même moins cher qu'Annecy, dans la région, ou que Nice. Nettement plus en revanche que Marseille, où là, la moyenne est de 2 380 pour prendre une agglomération de taille comparable. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a d'énormes disparités selon les quartiers. Le deuxième reste quasiment le plus cher de la ville. Je parle des arrondissements qui sont dans votre circonscription. 4 168 €. Le huitième reste de loin, lui, le plus populaire, avec 2 200 €. Enfin, dans le locatif, on retrouve les mêmes disparités de circonscription. Il est très cher de louer dans le Vieux-Lyon, 15 € le mètre carré. La confluence explose, avec des prix qui montent en flèche depuis 2 ans à 13,50 €. Pour se loger pas cher, il faut donc s'éloigner de l'hypercentre et aller soit au Point du Jour dans le 5e à 10,50 €, soit au Moulin à Vent dans le 8e arrondissement à 10,30 €. C'est vrai qu'il y a de grosses disparités à Lyon et que c'est compliqué d'être évidemment dans l'hypercentre, dans le Vieux-Lyon, dans des quartiers plus huppés. On sent une vraie fracture, alors je ne vais pas prendre un vieux terme de campagne électorale, mais on sent une vraie fracture sociale dans Lyon sur le logement. Ah oui, effectivement, le logement est un véritable problème. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, pour une famille de classe moyenne, il devient impossible de se loger correctement à Lyon. Les familles sont expulsées, on peut quand même dire, dans la périphérie de Lyon. Donc ça, c'est pas normal. On n'a qu'à voir donc le projet qui a été porté par M. Collomb, donc la nouvelle confluence, tous ces immeubles à architecture très moderne. Oui, très bien, mais qui peut habiter ici ? Donc moi, je pense à la famille moyenne avec plusieurs enfants qui ne peut maintenant plus se loger. Donc bien sûr, ça, c'est inadmissible. Il va falloir une volonté politique forte pour pouvoir ramener toutes ces familles dans Lyon. Alors pourquoi ces familles sont obligées de partir, de devoir faire des allers-retours tous les jours ? C'est vraiment un problème et nous comptons avoir vraiment des propositions fortes pour régler cela. Des propositions fortes, vous dites, ce qui est étonnant, Thomas Rudigoz, dans ce nouveau gouvernement, il n'y a pas de ministère du logement, il est intégré au ministère de la cohésion des territoires. Ça veut dire quoi, que le logement, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement aujourd'hui ? Non, absolument pas, mais ça ne vous aura pas échappé qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il aurait un gouvernement resserré. Donc quand vous avez un gouvernement resserré, vous ne pouvez pas avoir pléthore de ministres ou de secrétaires d'État arrivés à 40, 45, 50. Donc vous avez 22 ministres et secrétaires d'État, dont certains ont des gros portefeuilles. C'est le cas notamment de Richard Ferrand avec l'aménagement justement du territoire et dans lequel il y a le logement. Donc évidemment que c'est une préoccupation du gouvernement et de la future majorité présidentielle. Nous avons un certain nombre de propositions justement en matière de création de logements pour les jeunes, mais aussi de création de logements sociaux. On maintiendra bien évidemment la loi SRU que beaucoup d'élus... c'est la loi qui oblige à avoir un pourcentage de logements sociaux dans les villes. Voilà, jusqu'à 30% selon certains programmes. Et à Lyon, nous sommes à minima à 25%, qui est la loi, et des fois nous montons pour certains programmes jusqu'à 30%. Beaucoup d'élus, les Républicains ou d'élus FN, ne souhaitent pas respecter une telle loi et sont souvent bien en deçà. Alors que dans la majorité de Gérard Collomb, au Grand Lyon, nous tendons tous, dans les villes qui sont dans la majorité de Gérard Collomb, à tendre à ce niveau de 25% de logements sociaux. Donc nous avons cette préoccupation et cette priorité. Ce phénomène de gentrification dont parlait Tiffany Joncourt, par exemple sur la confluence, ça c'est assez frappant, il est réel. C'était un quartier qui était assez populaire et qui maintenant est hors de prix pour acheter. Il y a une partie qui est peut-être hors de prix pour certaines réalisations neuves, mais dans les grands ensembles qui ont été faits, il y a aussi du logement social. Moi, je vois dans le 5e arrondissement, j'ai des nouveaux ensembles immobiliers qui sont plutôt d'un certain standing, comme à De Brousse, il y a
à côté, dans le même ensemble, des immeubles de logements sociaux. Voilà, nous respectons cette loi SRU dans tout. C'est normal, nous ne faisons que respecter la loi. Mais nous avons cette préoccupation. Et Emmanuel Macron, dans son programme présidentiel, a justement tout un volet sur le logement pour les étudiants, le logement pour les jeunes actifs et le logement également dit social. Elliot Aubin, vous souhaitiez réagir à ce que dit Thomas Oui, Rudigoz? parce qu'il y a un chiffre qui manquait parmi les chiffres que vous avez présentés, c'est que plus de 70% des Lyonnais sont éligibles à un logement social. On a parlé de la loi SRU et de la gestion de cette loi, de l'application de cette loi à Lyon, avec l'exemple de Confluence. Moi, je voudrais dire qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie dans la gestion des logements sociaux à Lyon, puisque rappelons qu'il y a 3 types de logements sociaux. Il y a le PLS, c'est le pas très social, le PLUS, le un peu social, et le PLAI, le très social. Et dans cette caution, cette obligation légale dont vous avez parlé, la ville de Lyon met en permanence des logements qui sont finalement pas assez sociaux et qui, les familles les plus modestes n'y ont pas accès. Donc ce phénomène de gentrification, c'est un objectif politique. Bon, une fois qu'on a dit ça, nous on va amener des propositions avec l'Avenir en commun. Notamment, on a parlé des jeunes, on propose une allocation d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans, qui leur permettent de pouvoir se loger et de sortir aussi de cette logique de colocation trop chère avec un tas de garants, etc. On propose aussi la création de 200 000 logements publics aux normes écologiques par an. On propose d'interdire toutes les expulsions locatives sans solution de relogement. Bon voilà, c'est quelques propositions parce que je crois que ce que je disais tout au début de mon propos, c'est que l'offre n'est pas adaptée à la demande à Lyon. Et voilà, et je pense qu'il faut reprendre les questions au cœur. Il y a 30 000 enfants qui dorment dehors tous les soirs. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens qui sont sans logement? Ça doit être le point de départ de toute politique publique en matière de logement. Et je crois qu'il faut vraiment s'y concentrer parce que vous avez pris l'exemple de Confluence et de la Tour Icône. Non, monsieur Rudigoz, 7 600 € du mètre carré. Je suis désolé, je ne sais pas qui vit dans ce genre de loft, parce que c'est ça la Tour Icône, et c'est ça la gentrification de la ville de Lyon. Donc voilà les propositions qu'elles ont amenées par l'Avenir en commun, et pour ma part, j'y contribuerai à l'Assemblée nationale. Anne Land, quelle politique pour le logement? Oui, je partage pour une part ce qui a été dit. Ce qui a été dit par qui? Parce que comme ce qui a été dit par Elliot Aubin sur la gentrification, à ceci près que plutôt que de donner des allocations aux jeunes pour qu'ils se logent, moi je pense qu'il faut libérer. Il faut donner un grand vent de liberté dans ce pays et entre autres libérer le marché privé et le foncier, libérer les entrepreneurs privés pour qu'ils puissent construire. Ça sera déjà un bon un bon appel d'air pour relancer l'investissement. Mais du coup, on va retrouver ces pôles et ces différences de Ce ne sont prix. pas les aides publiques, ce ne sont pas les aides publiques qui créent l'emploi, ce sont les entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu perdu de vue ces dernières années dans notre pays. Ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse. Voilà. Et sur la question du logement social, il faut avoir une vision qui revienne à la mission du logement social, une vision sociale plutôt que comptable, parce que vous parlez finalement beaucoup de quantification. Moi, j'aimerais qu'on revienne plus à la démarche sociale. Vous disiez effectivement qu'il y a encore trop de personnes en France sans abri. Il y a 145 000 sans-abri dans notre pays. Et aujourd'hui, il est impératif que le logement social revienne aux plus démunis, aux plus faibles et particulièrement aux femmes avec enfants, aux femmes seules avec enfants et aux familles qui sont réellement, véritablement dans le besoin. Pour cela, nous avons des propositions très claires. Pour libérer le marché, il faut supprimer la loi Allure qui est totalement contraire au principe de liberté, au principe de propriété en encadrant les loyers. Et sur le logement social, moi je suis favorable à l'accession sociale à la propriété. Voilà, parce que je sais que quand on devient propriétaire, on devient responsable et on a la fierté de pouvoir se dire qu'on va constituer un patrimoine et le transmettre à ses enfants. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui quand vous voyez qu'il y a des gens qui payent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, en temps et en heure, leur loyer à leur bailleur sans jamais avoir aucune pénalité. Il est logique, normal, qu'à la fin de cette période donnée, on puisse leur proposer une accession à la propriété. Voilà les idées que moi je défends pour les Républicains pour être député de la Nation. Alors voilà pour cette thématique du logement. On va aborder la deuxième thématique de ce débat tout de suite, débat sur l'économie.
On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, cette première circonscription, elle concentre une forte activité économique. Le quartier de Gerland, c'est le deuxième centre d'affaires après la Part-Dieu, par exemple, Paul. Et oui, c'est une circonscription où on travaille, et même beaucoup, principalement dans le 7e, ce quartier de Gerland qui est à la fois industriel et tertiaire. Gerland, c'est 2300 entreprises, 30 000 personnes qui travaillent, autant que de personnes qui y habitent. Raymond Barre, en son temps, avait voulu en faire un pôle de biotechnologie, et c'est le cas aujourd'hui. Sanofi Pasteur achève d'y construire son siège mondial. Il y a Biomérial, Merck, oui c'est ça, l'entreprise allemande, l'Inserm, le laboratoire P4, pour ne citer que quelques noms connus. 150 laboratoires sont installés dans ce quartier, ce qui fait de Gerland la place forte en France des biotechnologies. Autre grand pôle économique, en face, de l'autre côté du Rhône, c'est la Confluence, celui-là plutôt en devenir, mais qui comporte aussi des sièges d'entreprises à taille internationale, comme par exemple la chaîne de télévision Euronews ou bien encore le siège du groupe GL Events. Alors voilà, des grands groupes qui sont installés dans ces quartiers. C'est une politique évidemment libérale qui est initiée depuis de longues années. Résultat de cette politique, et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, c'est Elliott Aubin. Vous la dénoncez, cette politique Elliott Aubin, mais à Lyon, à Gerland par exemple, ou à la Confluence, c'est beaucoup d'emplois. Oui, alors moi je pense que la question de l'économie, il faut le prendre à la source. À quoi doit servir l'économie ? Je crois qu'aujourd'hui, notre économie doit répondre à deux défis principaux. Le premier, l'urgence sociale. 9 millions de pauvres en France, 5 millions de chômeurs. Le deuxième, c'est l'urgence écologique. Donc une fois qu'on a ces deux objectifs-là, je pense qu'il faut qu'on sorte d'un certain nombre de logiques. La logique libérale, la logique qui a été exposée par M. Rudigoz, qui vise en fait à imaginer soit la ville de Lyon, soit le pays France comme un objet marketing qui aurait comme seul objectif le rayonnement international à tout prix. Je crois davantage que l'économie doit être tournée auprès des citoyens et il faut sortir de cette logique. Il faut sortir aussi de la logique libérale qui consiste à dire qu'en donnant de l'argent au patronat, on va créer de l'emploi. C'est ce qui a été fait par le gouvernement avec le CICE, 40 milliards par an chaque année pendant le quinquennat. Il y a plus de chômage qu'au départ. Donc il faut aussi sortir de cette logique-là et sortir enfin de la logique aujourd'hui qui vise à ubériser notre société, à déréglementer toutes les normes. On veut violemment réformer le code du travail par ordonnance du côté d'Emmanuel Macron. On veut violemment mettre en place le TAFTA ou le CETA. Donc je crois qu'il faut sortir de ces logiques-là. Et avec la France Insoumise, nous, on propose plutôt un plan de relance, c'est-à-dire injecter 100 milliards dans l'économie réelle. Ces 100 milliards, on les trouve assez facilement. J'ai parlé du CICE, je peux parler aussi de la fraude fiscale qui représente 100 milliards par an. Et avec ce plan de relance, on crée de l'emploi dans la transition énergétique, qui est le défi de l'écologie dont je parlais tout à l'heure. On crée de l'emploi dans l'économie de la mer, puisque la France a des frontières est le deuxième territoire mondial en termes de frontières maritimes. Bref, on développe les TPE et les PME, puisque c'est elles aussi qui créent l'emploi. Toutes ces propositions-là, c'est des propositions qui vont dans le sens, aujourd'hui, du cadre dans lequel on est et des deux urgences sociales et écologiques auxquelles on doit répondre. Alors je suis sûr que cette fois, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Elliott Aubin, Anne-Lande. Pas du tout d'accord, mais j'ai envie de revenir à une question qui fait le lien quand même. J'entends dire qu'Emmanuel Macron veut instaurer la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Et j'aimerais, moi, savoir ce que Thomas Rudigoz, maire du 5e, propose pour compenser cette perte pour les communes, pour la collectivité. Et donc j'aimerais entendre, je me permets de poser une question et j'aimerais entendre concrètement... Bah ok, on change de thème. Non, mais il va y avoir une véritable... Mais ça a un lien direct avec l'économie, puisque c'est une question aussi du pouvoir d'achat des Français et comment leur pouvoir d'achat va être impacté dans les prochaines années. Donc je pense que ça mérite largement d'être évoqué. Sur l'installation des entreprises, moi je crois que ça repose sur deux piliers, l'attractivité et la fiscalité. L'attractivité, c'est comment nous créons un tissu dense, un tissu à travers les formations d'abord qu'on propose et l'apprentissage. Moi je note que dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de secrétaire d'État ou de ministre de tutelle de l'apprentissage et je le regrette puisqu'aujourd'hui l'apprentissage est un formidable levier de croissance et je crois que les entreprises viennent aussi s'installer sur nos territoires parce que nous avons des formations complètes, des formations qui ne sont pas des voies de garage et qui emmènent vers de l'emploi. Et je pense particulièrement à nos lycées et à l'enseignement supérieur. Cette circonscription quand même ne montre pas justement qu'il y a de l'attractivité pour les entreprises ?
il y a de l'attractivité et nous l'avons prouvé d'ailleurs hier à la région en tant que conseil régional. J'ai pu participer au lancement de l'agence de développement économique lancée par Laurent Wauquiez, où nous souhaitons pour aider les entreprises à s'installer sur notre territoire, lancer une agence qui viendra conseiller et aider les clusters, les PME, les TPE, les industries qui viendront s'implanter sur notre territoire. Voilà, donc c'est une agence de conseil et d'orientation. Thomas Rodigos, du coup, sur la taxe d'habitation ? Oui, la taxe d'habitation, ça a supprimé pour 80%. C'est une décision politique qui aura effectivement des conséquences sur un coût pour l'État, qui reversera aux collectivités locales qui n'auront plus cette manne financière, bien entendu. Il y aura un transfert financier qui sera à l'euro près pour l'ensemble des collectivités locales. Sur la question du développement économique, le programme d'Emmanuel Macron, l'économie, M. Aubin se posait la question de à quoi sert l'économie. Bien sûr que l'économie sert à ce que tous nos compatriotes puissent avoir un emploi, de tendre justement à un chiffre de chômage le plus bas possible. On a encore un taux de chômage beaucoup trop élevé, même si ces derniers mois et dans la dernière année, on a pu voir quand même un certain nombre d'effets du CICE, entre autres, qui ont eu pour effet de réduire le taux de chômage, mais il est encore bien trop élevé. Donc Emmanuel Macron a décidé de mettre en place un certain nombre de dispositifs d'allègement de charges, à la fois pour les employeurs, mais aussi pour les salariés. Il y a une volonté d'équilibre entre à la fois avoir un coût du travail moins élevé pour les employeurs, pour qu'ils puissent recruter de plus en plus de salariés, mais aussi avoir un bénéfice pour les salariés qui verront également leurs charges sociales baisser. Ça peut représenter, dans cette baisse de charges, jusqu'à un 13e mois pour une personne qui est au SMIC. De la même façon, une mesure qui avait été d'ailleurs utilisée par Nicolas Sarkozy, comme quoi tout n'est pas à jeter dans les propositions des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, c'était l'exonération de charges pour les heures supplémentaires. Emmanuel Macron, c'était une mesure qui avait montré son utilité, qui malheureusement a été supprimée, et Emmanuel Macron la remettra en place. Tout à fait, et c'était effectivement une des proposition que nous soutenons, qui est la défiscalisation des heures supplémentaires qui avait été supprimée par le gouvernement Hollande. Mais d'un côté, vous souhaitez la baisse des charges des entreprises, et pas pour toutes les entreprises. Nous la souhaitons pour toutes les entreprises. Et de l'autre côté, vous voulez augmenter la CSG d'1,7 qui impactera directement le pouvoir d'achat et particulièrement des retraités. Madame on parle d'économie. Oui, il faut qu'on donne... Et puis surtout, on approche de la fin de l'émission, donc il faut quand même qu'on donne sur cette question rapidement la parole à Tiffany Joncourt, et ensuite ce sera la conclusion. Bien sûr que nous pouvons nous féliciter de l'attractivité de notre circonscription. Mais j'ai mis un point de vigilance, c'est-à-dire que dans le quartier notamment de Gerland, nous voyons que nous avons beaucoup de sièges sociaux, donc ça crée de l'emploi. Mais pour moi, ce n'est pas une solution pérenne. Pérenne parce que ce sont des sièges sociaux, donc des grandes entreprises multinationales, qui ne sont pas attachées à un territoire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri que d'un jour ou l'autre, ces entreprises partent. Alors nous, au Front National, nous avons vraiment des mesures surtout pour les TPE-PME, qui constituent 75% donc, du tissu économique donc, dans notre pays. Donc il faut vraiment les aider. Alors pour ça, donc, il faut les libérer de cette pression fiscale et administrative. Moi, je vois dans mes proches des personnes qui ont leur TPE, notamment dans la plomberie, et je vois très bien, après une journée de travail, pour eux, c'est une nouvelle journée qui commence. Une nouvelle journée avec l'administratif, bien sûr à des heures où plus aucun service n'est là pour les renseigner. Et du coup, des journées entières donc de production de travail qui sont sacrifiées à ce travail administratif. Donc là-dessus, il faut vraiment être vigilant et les aider. Alors, on va s'arrêter là pour cette thématique-là. Il faut rappeler donc 4 candidats aujourd'hui sur ce plateau, mais il y en a quand même bien sûr d'autres dans cette première circonscription, Paul. Oui, il y a aussi Julien Giraudot qui se présente pour le Parti communiste, Marie-Christine Pernin qui, elle, sera la candidate de Lutte ouvrière, Maggie Girard de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Jean-François Coche de l'UPR, c'est le parti de François Asselineau, et enfin Nicole Moller du mouvement 100%, ce collectif qui se veut éco-citoyen, qui est représenté au niveau national par Francis Lalanne. Ça, c'est ce que nous connaissons, car au moment où nous enregistrons cette émission, vendredi, les dépôts de candidature ne sont pas encore complètement clos. Alors, je vous propose maintenant de passer à la minute de conclusion de ce débat. Chacun d'entre vous a 1 minute de temps de parole, plutôt aux alentours peut-être de 50 secondes, 1 minute de libre expression. C'est un petit peu l'instant profession de foi pour chacun d'entre vous. Et on commence avec vous, Tiffany Joncourt. C'est à vous.
Alors, voter pour un candidat patriote, c'est avoir l'assurance d'être bien protégé à l'Assemblée nationale. Nous remettrons la France en ordre, nous assurerons votre sécurité et nous retrouverons ensemble le chemin de l'emploi et de la croissance. Alors, je vous propose de vous retrouver une France qui n'a plus honte d'elle-même, de ses racines, de son identité. Car notre pays est, j'en suis persuadée, l'une des plus grandes nations du monde. Je refuse que nous soyons la génération de l'abandon. Je veux qu'ensemble, nous reprenions notre destin en main. Pour cela, la seule opposition, c'est le Front National. Protéger la France, défendre les Français, ce sera notre enjeu pour les années qui arrivent. Voter patriote, c'est ne pas laisser toutes les clés en main de M. Macron. Merci. On passe ensuite à vous, Elliot Aubin, pour la France Insoumise. Oui, je crois que ce débat aura permis de clarifier la situation politique si confuse de cette circonscription. On a d'un côté un pôle libéral qu'incarne M. Rudy Gose, un pôle d'une droite dure, conservatrice, réactionnaire qu'incarne Mme Joncourt et Mme Lorne, et puis ce pôle d'une gauche qui se veut humaniste, écologique, républicaine et sociale. Et c'est celle que j'aurai à cœur d'incarner pendant cette campagne et jusqu'au banc de l'Assemblée nationale avec tous les autres candidats de la France Insoumise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne Land, c'est à vous, candidate des Républicains. Ce scrutin inédit est pour nous, et particulièrement pour ma génération, l'occasion d'élire une nouvelle génération justement d'élus enracinés, d'élus qui défendent des valeurs, qui défendent des convictions et qui n'ont pas l'intention d'en changer au gré des conjonctures. Voilà, je vous propose d'élire aujourd'hui une élue enracinée dans la vie réelle, dans le pays réel, et qui a bien l'intention de continuer à partager les préoccupations de votre quotidien. Je ne suis pas une apparatchik du système et je ne trahirai pas mes promesses. Ce renouvellement, je l'incarne aussi avec mon suppléant, le docteur Patrick Carlioz, chirurgien pédiatre libéral bien connu des Lyonnais, parce que nous souhaitons ensemble défendre la liberté d'exercice de la médecine libérale, qui est un vrai service de proximité, mais également la liberté d'entreprendre et la liberté d'éduquer. Cette liberté, c'est au cœur de mon message politique. Enfin, pour protéger notre pouvoir d'achat, pour défendre une société avec des repères, une société de droits et devoirs, une société qui défend les plus faibles et une société qui demande de la sécurité, qui propose de la sécurité pour tous. Le chrono est arrêté. Je vous invite à élire la candidate des Républicains. Thomas Rudy Gose, à vous. Je tiens à remercier France 3 de l'organisation de ce débat qui a été de très bonne qualité. Et je tiens à saluer aussi les différentes personnes qui ont participé à ce débat. Je tiens également à citer ma suppléante, Laetitia Lafay, parce qu'on n'a pas parlé des suppléants, mais ils ont aussi un rôle important à jouer. Elle est enseignante, directrice d'une école maternelle dans le quartier de Gerland et elle connaît extrêmement bien cette partie de la circonscription. Nos concitoyens ont choisi Emmanuel Macron pour être le président de la République. Emmanuel Macron a fait ce qu'il avait dit. Il a ouvert son gouvernement à des forces politiques très différentes, de la droite, de la gauche, du centre et de la société civile. Au jour d'aujourd'hui, on a pu l'entendre aujourd'hui dans un sondage, 70% des Français sont satisfaits d'un tel gouvernement et d'une telle conception de la vie politique française. Donc j'appelle nos concitoyens électrices et électeurs de la première circonscription à donner une majorité à Emmanuel Macron et à son gouvernement pour mener à bien ce projet de réforme pour la France. Et ce sera le mot de la fin. On n'a plus de temps du tout pour cette émission. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Et Dimanche en politique se poursuit, bien entendu, juste après le flash de midi avec Francis Letellier. On se retrouve bientôt sur France 3. Merci.